Augmentation des recettes, réduction du train-vie de l'État, budget, mais aussi Congo Hold-up, Digoil. Face à face spécial. Je reçois ce lundi 29 novembre, après le journal de 19h, Nicolas Kazadi, le ministre des Finances. En rediffusion, lundi minuit, mardi 30 novembre, après le journal de 7h, après le journal de 13h30. Élargir l'assiette fiscale pour augmenter les revenus de l'État. Mais à quand la réforme fiscale attendue? Beaucoup d'argent dans les caisses, mais toujours des retards de paiement, budget pas assez ambitieux, réduction du train de vie, Congo Hold-up, Digoil. Les sujets sont nombreux et pour en parler avec nous, le ministre des Finances himself. Monsieur Nicolas Kazadi Kadimanjouchi, bonjour. Bonjour Christian Lusakweno. On entre directement dans les réformes fiscales. Le ministre des Finances annonce d'entrée de jeu, quand il arrive au gouvernement il y a 6 mois, qu'il veut augmenter l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. C'est quoi? On va prendre plus chez ceux qui payent ou on élargit l'assiette fiscale aux autres? Oui, je dirais on va prendre mieux chez ceux qui gagnent. Et donc, ça veut dire élargir l'assiette fiscale et optimiser cette fiscalité. Il y a nécessairement une réforme fiscale derrière, une réforme de l'impôt qui doit accompagner cette grande réforme dans le but d'avoir plus de contribuables et des contribuables qui payent plus facilement parce que l'impôt est plus juste. Quand on dit prendre mieux, ça veut dire que celui qui paye aujourd'hui va payer moins parce que hier, il payait pour ceux qui ne payaient pas, ou il va payer la même chose, se retrouvera au nom des personnes imposées avec d'autres qui ne payaient pas jusque-là? Non, il faut que ce soit plus équitable. Je donne un exemple. Et c'est la grande introduction de cette réforme, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Aujourd'hui, il y a l'IPR, les gens payent l'IPR. Déjà en 2022, pendant qu'on travaille encore sur la réforme, on va rendre la déclaration de l'IPR obligatoire. Et donc, à la fin de l'année, chaque contribuable devra individuellement avoir un relevé de ce qu'il a payé comme IPR, donc ce qu'il a gagné comme salaire et ce qu'il a payé comme IPR. Qu'est-ce que vous entendez par chaque contribuable? Vous, moi, tout le monde parce devra? qu'aujourd'hui, l'IPR est payé en masse. Par les sociétés. Sans déclarer individuellement ce que chacun a payé, ce qui laisse la place à beaucoup de flou et à très peu de responsabilité. Il faut que chacun, par son salaire, sache combien il paye d'IPR. Et donc, en termes de nombre de contribuables, de nombre de comptes fiscaux, on en aura autant qu'il y a de salariés. Aujourd'hui, il y a combien de comptes fiscaux? On parle d'environ 200 000 comptes fiscaux, ce qui est excessivement faible. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises. À terme, vous en espérez combien? En tout cas, rien qu'en prenant les personnes physiques, on passe déjà au-delà du million, c'est-à-dire les salariés formels. Et ça ira plus loin. Million seulement? Non, au-delà. On parle de 5 millions d'emplois formels dans le pays. Ce qui reste à vérifier, parce que lorsque vous regardez dans les comptes de la Caisse nationale de sécurité sociale, on est beaucoup moins que ça. On est autour de 1 à 2 millions. Donc, mais il pourrait y en avoir plus, il y a les professions libérales, etc. Donc si on arrive à 5 millions de contribuables en peu de temps, c'est-à-dire en 1 an ou 2 ans, ce serait déjà une bonne performance, on pourra mieux capter l'impôt, ce que chacun paye. Et à la clé, ils auront à déclarer à la fin de l'année ce qu'ils ont payé au titre de l'IPR, et comme ça, chacun est un peu plus responsable. Mais au bout du compte, c'est-à-dire dans les 3 ans de mise en œuvre de la réforme, on va aboutir finalement à la mise en place d'un véritable impôt sur les personnes physiques, sur le revenu des personnes physiques, qui va impliquer une modification de l'IPR, qui sera remplacée probablement par d'autres types d'impôts. Mais au bout du compte, les personnes physiques seront beaucoup mieux cernées fiscalement. Parce qu'il n'y a pas que l'impôt sur les salaires, il y a l'impôt qu'elles sont censées payer sur les autres types de revenus, sur le patrimoine, sur les revenus fonciers, les revenus du capital. Et tout cela va être mieux cerné. Ça va rendre les contribuables plus responsables. 200 000 aujourd'hui, comptes fiscaux, plus d'1 million demain. Aujourd'hui, 5 milliards est le budget, même si le budget n'est pas que de ces taxes. En termes de fiscalité, vous espérez multiplier le chiffre par combien? Écoutez, 5 milliards n'est pas le budget. Le budget global, il est aujourd'hui de plus de 6 milliards, mais celui de 2022, on table sur des milliards, on verra l'aboutissement des discussions à l'Assemblée, dont tout ne sera pas de la ressource propre, mais en termes de ressources propres, aujourd'hui on a dépassé les 5 milliards, ce qui est historique. Ce pays ne l'a jamais fait. On a dépassé les 5 milliards, on n'est même pas encore à la fin de l'année, on aura un peu plus que 5 milliards à la fin du mois de décembre.
L'année prochaine, on aura plus. On espère avoir 7-8 milliards en ressources propres au minimum. Et avec les appuis extérieurs et les autres types de financement, arriver à 10-12. Arriver à 10-12. Oui, mais aujourd'hui, en ressources propres, vous dites c'est 5 milliards, avec 200 000 assujettis. En multipliant ce nombre d'assujettis, on espère multiplier ces ressources propres par combien? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Aujourd'hui, jeudi, on a tablé pour 2022 à 8 milliards environ en propre sur 10-12 milliards de budget. C'est permis par une série de choses, dont le début de la réforme sur les personnes physiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'identification, une meilleure identification des entreprises qui va se faire également et qui va commencer en 2022. Tout ça ensemble va permettre d'élargir la base fiscale. Une meilleure identification des entreprises. Les entreprises qui ne payent pas paieront. Mais les entreprises qui payent déjà ne paieront pas plus. Non. Au contraire, si toutes payent, celles qui paieront peu, si elles sont plus nombreuses, permettront aux grandes de payer un peu moins. Pourquoi? Elles devront payer moins, elles devront moins du fait que d'autres payent? Oui, mais c'est la loi des grands nombres. Ce que nous voulons, justement, c'est que l'impôt soit attractif. On a baissé déjà l'impôt sur le bénéfice de 5%. Ce n'est pas suffisant. On pourrait descendre en dessous de 30%. C'est ça, moi, c'est ma vision pour attirer davantage. Pour moi, je voudrais qu'on paye beaucoup moins en impôt sur le revenu, impôt des sociétés, mais en même temps, supprimer ou réduire du moins les avantages du code des investissements. Donc que le droit général, disons la règle générale, soit un impôt faible et qu'il n'y ait plus de règles particulières du type code des investissements, parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas aux effets de ce code d'investissement. Je crois en une amélioration globale du climat des affaires avec un impôt correct pour les entreprises et même pour les particuliers. On parle de taxes, nous sommes en face du ministre des taxes, beaucoup se plaignent de la multiplication des taxes. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela va être, cela l'a déjà été et continue de l'être, mais cela va l'être encore plus en termes de démarche, mais aussi en termes de poids sur les finances des individus et des sociétés? Non, effectivement, il y a trop de taxes. Et c'est l'un des objectifs de la réforme, c'est de réduire la parafiscalité. C'est un pays où on a laissé exploser cette parafiscalité. Et la conséquence, c'est quoi? Sur un budget qui représente 10% du PIB, alors que nos comparateurs africains sont à 20%, nous avons plus de 10% qui sont prélevés quand même sur les opérateurs, mais au titre de la parafiscalité. Tout ce que nous payons, lorsque vous importez des produits, ce que vous payez à la douane est généralement inférieur et de loin à ce que vous payez à toutes les autres taxes fiscales et parafiscales qui vont autour. Les différents fonds, les comptes spéciaux, les guichets uniques, etc. C'est dramatique. Récemment, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui importait du biofertilisant, ce qui est essentiel lorsqu'on veut permettre la revanche du sol sur le sous-sol. La valeur CIF, 3 000 $ pour un conteneur de 20 pieds. Au bout du compte, avant de sortir son conteneur, il a payé 9 000 $. 3 fois la valeur de ce qu'il a apporté. 9 000. Et sur les 9 000 $, il n'y a que 1 500 $ de droits de douane. Ça veut dire que le pays n'est pas compétitif. Et le mauvais réflexe que nous avons, c'est de dire, oui, comme ça coûte cher, il faut exonérer. Mais exonérer, c'est quoi? C'est encore moins d'impôts pour payer les salaires, pour payer les dépenses sociales. Et donc, on exonère, mais on n'aura enlevé que 1 500 $ sur les 9 000 à payer. Donc, ce n'est même pas la bonne solution. Mais le vrai problème, c'est tout ce qu'on paye. Comme j'ai dit, les guichets uniques, les charges OCC, les charges la parafiscalité. C'est insupportable et c'est ça qui grève la compétitivité de notre économie. Et c'est l'un des points de la réforme, c'est de optimiser, assainir cette parafiscalité de manière à ce que l'essentiel de l'impôt rentre dans la fiscalité et qu'on donne à l'État les moyens de s'occuper des gens, d'augmenter sensiblement les salaires pour les enseignants, pour le personnel de santé, etc. etc. Pour les militaires, les policiers, voilà. Cette parafiscalité, dites-moi, elle entre bien dans les caisses de l'État? Mais non, elle entre dans des comptes spéciaux qui sont assimilables à l'État, mais qui ne sont pas l'État au sens strict, dans le sens du compte général du Trésor. Voilà toute la difficulté. Et elles sont gérées selon des règles différentes, selon des budgets différents.
qui ne servent pas toujours l'intérêt général. Géré par qui? Par vous? Non, par les fonds, par les sociétés d'État. Il y en a beaucoup qui prélèvent cette parafiscalité d'une manière ou d'une autre. Et ça sort du champ du budget général, alors que toutes les attentes de la population et des pauvres, ils sont nombreux les pauvres dans ce pays, sont sur ce que le budget général peut faire pour chacun d'eux. Quand on parle d'augmenter les salaires des fonctionnaires, des salaires des enseignants, c'est le budget général. Mais il n'a pas ces ressources. Ces ressources, elles vont où? Elles vont dans les entreprises publiques, qui sont elles aussi d'ailleurs grévées parce que le problème est le même. Elles sont surchargées aujourd'hui en effectifs, etc. Elles sont en grande difficulté. La plupart sont surendettées dans les banques locales. Donc on est dans un système qui est en train de s'autodétruire et qui doit absolument se réformer. Absolument. C'est une exigence urgente. Parafiscalité, mais aussi, parlons-en, un des taux de recouvrement les plus bas d'Afrique centrale, qui est déjà très bas par rapport à d'autres pays. Pour cela aussi, du changement? Recouvrement, je ne suis pas sûr. C'est un des taux de prélèvement, oui, un des plus bas. Mais recouvrement, je n'ai pas les chiffres, mais je ne suis pas sûr qu'on soit un des plus bas. Parce on parlait de 20%, de 18 à 20% pour la région Afrique centrale, 12% RDC. Oui, c'est ça, c'est le taux de prélèvement. Il est très faible. Il est faible. Il est faible. On l'augmente comment? Parce que, oui, justement, on l'augmente en optimisant, en réduisant la parafiscalité malsaine et en faisant en sorte que toutes ces ressources reviennent dans la fiscalité. Et ça, c'est un travail difficile, parce qu'on touche à des rentes, à des intérêts établis. L'État a des difficultés à faire appliquer la loi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que... Parce que c'est difficile d'enlever des rentes, et les rentes qui ne sont pas gérées par l'État, qui, vous l'avez dit, ne bénéficient pas particulièrement au Trésor public. Attends, je ne sais pas si on parle de la même chose. Moi, je parle du taux de prélèvement. J'ai bien compris, oui. Vous parlez du taux de recouvrement, c'est-à-dire que vous sous-entendez que ce que l'on prend réellement est faible par rapport à ce qu'on devrait prendre. Prélèvement était le meilleur terme. Pour une industrie, pour un pays qui a les produits ou qui importe 100 000, on devrait au minimum, si la taxe est de 20%, recouvrer ou prélever les 100% de ces 20%. Mais nous, on ne prélève que les 12% des 20% à prélever. Oui, mais c'est un tout. C'est-à-dire que les entreprises sont obligées de trouver des artifices, parce que sinon, elles ne paieraient pas 20% globalement, mais 30-40%, puisqu'elles doivent payer ici en impôts et elles doivent payer là-bas en parafiscalité. Donc, elles trouvent des artifices pour réduire ce qu'elles payent en impôts, parce qu'elles savent qu'elles payent à côté. Et ça, ce n'est qu'en parafiscalité, mais on peut ajouter d'autres types de charges, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès au courant, l'accès au transport. Elles doivent se prendre en charge elles-mêmes, c'est-à-dire avoir des groupes électrogènes, avoir des puits, etc., la sécurité... Et si je veux aller plus loin, elles doivent payer. Pour la justice, c'est extrêmement coûteux. Et vous savez vous comprenez de quoi je veux parler. Tout ça ensemble, l'environnement des affaires, la parafiscalité et tout cela fait qu'elles cherchent où est-ce qu'elles peuvent faire des économies. Et malheureusement, c'est le Trésor central qui en paye le prix. Donc le Trésor central doit trouver les moyens d'améliorer le climat des affaires, de lutter contre la corruption et les mauvaises pratiques dans la justice, etc. Et d'optimiser cette parafiscalité en touchant à ceux que cette parafiscalité est en train de nourrir, en s'assurant que ce soit efficace et utile pour le plus grand nombre. Doit trouver les moyens. Où va trouver les moyens? Vous avez déjà des pistes de solutions? Oui, parce que nous sommes accompagnés. Vous avez suivi qu'il y a quelques jours, on a lancé, avec mon collègue, le ministre d'État, ministre du Budget, nous avons lancé ce plan de réforme des finances publiques avec l'appui de tous les bailleurs. Cet appui est quasi unanime. C'est même le trop-plein en termes d'appui, en termes de volonté d'appui. La responsabilité, maintenant, elle est de notre côté. Est-ce que nous allons être au rendez-vous comme il le faut? Le chef de l'État a pris les devants en demandant au Conseil des ministres, dans la semaine qui a suivi, de l'adopter, ce plan, et d'aller de l'avant. Donc nous sommes dans un contexte vraiment favorable pour faire la différence, comme nous avons déjà un petit peu commencé à la faire. Plus on prélèvera, plus important sera le budget. Parlons brièvement du budget. Je sais que ce n'est pas de votre domaine, mais on parle beaucoup de manque d'ambition du budget. En tout cas, cela était la remarque principale des députés lors de la plénière à l'Assemblée nationale.
Il n'y avait pas moyen d'aller plus loin que 10 milliards? On ne pouvait pas atteindre 12, 13 milliards? Pourquoi s'être limité à 10? Parce que par principe, il faut être prudent. Les comptables disent toujours qu'il faut comptabiliser, il ne faut comptabiliser que les recettes certaines, mais pour ce qui est des charges, il faut comptabiliser les charges même quand elles sont probables. Donc le principe de prudence, de précaution et de mise quand il s'agit des finances, et aller très vite, très loin sur des grands chiffres en termes de budget, nous expose à un grand risque, celui de faire des prévisions de dépenses, et notamment les dépenses contraignantes du type salaire, qu'on ne pourra pas assurer. C'est ce qui nous est arrivé en 2020. En 2020, on a fait un budget très ambitieux, et puis il y a eu Covid, il y a eu des tas de choses. Il y a eu deux drames, c'est-à-dire un budget trop ambitieux d'un côté, et de l'autre, la crise liée à Covid. Les deux ensemble ont fait qu'on s'est retrouvé en grande difficulté, et il a fallu qu'on ait des aides extérieures exceptionnelles pour tenir le coup. Et il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. Il faut être prudent. 10 milliards, c'est déjà un grand progrès par rapport à là où nous sommes. Si on fait plus, tant mieux, et c'est tout à fait possible de faire plus, mais soyons extrêmement prudents. À combien vous estimez l'effectivité, la réalisation réelle du budget à la fin de cet exercice? Parce qu'en règle générale, on voit que le gouvernement ne prévoit, mais 50, 60, dans les meilleurs cas, en pourcentage, et la réalisation de ce budget. Pour ce budget de 10 milliards, vous pensez qu'on aura réellement 10 milliards? Moi, je pense que si on nous écoute et qu'on nous laisse travailler comme il faut, on pourra dépasser les 10 milliards. Qui devrait ou pourrait ne pas vous écouter? Non, c'est-à-dire c'est un consensus national. C'est-à-dire nous avons des partenaires, d'abord internes, au gouvernement, chacun a sa part. Une bonne partie des recettes, d'ailleurs c'est aujourd'hui les plus faibles, c'est les recettes de la DGRAD. Elles sont aujourd'hui les plus faibles, mais elles devraient être les plus fortes. Elles dépendent de la collaboration entre le Trésor, donc le ministère des Finances, et les ministères sectoriels, ce qu'on appelle les services d'assiette. C'est un gisement encore sous-exploité. Vous savez que nous n'avons pas de permis dans ce pays. Tous les permis qu'on délivre sont des faux. De conduire. Eh bien, il faut des permis. Rien que les permis à eux seuls peuvent rapporter 300 millions. Nous avons prévu de renouveler les cartes, les plaques d'immatriculation parce qu'il y a un trafic international qui se fait sur les plaques d'immatriculation de la RDC, qui pose un problème de sécurité. Eh bien, ça va se faire et ça va rapporter de l'argent si c'est bien fait. En matière environnementale, c'est un des gisements importants. La surveillance des forêts, etc., c'est un gisement important qui est en train de progresser, mais qui pourrait rapporter encore plus. Donc 100% de réalisation du budget, je pense qu'on peut dépasser. On peut dépasser. Nous avons, l'année prochaine, grâce aux performances, à la hausse des cours des produits miniers cette année, nous pouvons espérer avoir ce qu'on appelle les super profits. Nous avons une loi sur les super profits qui va apporter un petit plus encore sur les recettes fiscales liées au secteur minier. Donc nous avons de bonnes perspectives pour 2022. Si nous continuons dans le sérieux que nous essayons d'imprimer depuis quelque temps, nous pourrons atteindre les 10 milliards et même les dépasser. Ce budget, c'est aussi des inégalités en termes de répartition. Gouvernement, Parlement, 22%. Défense nationale, 3%. Non, là, non, ça, il faut revoir ces chiffres. Je ne suis pas certain que vos chiffres soient corrects. Défense nationale, c'est le plus gros budget. C'est l'un des plus gros budgets. Et je sais de quoi je parle, parce que tous les jours, parfois, on s'arrache les cheveux pour voir comment on assure. Non, ça c'est en termes de réalisation du budget. On avance beaucoup en termes d'urgence. Pas d'accord. Donc la défense nationale plus important que... La défense nationale, c'est un des plus gros budgets, je vous assure. Le train de vie du gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est le plus gros budget qui d'ailleurs demande des efforts d'assainissement, parce que c'est des grosses dépenses. Prendre en charge l'armée, ça coûte très cher. Donc il suffit d'un peu de laisser aller. Eh bien, on explose les budgets, on ne s'en sort plus. Et on n'a pas le choix, on doit dépenser en matière de défense parce qu'on a des défis, les défis que vous connaissez à l'est du pays. Mais ce n'est pas 3%, c'est plus que ça. Donc il n'y a pas d'inégalité, vous trouvez que l'équilibre est bien fait? Non, d'une manière générale, les institutions coûtent cher, elles coûtent trop cher. Mais c'est lié à l'histoire du pays, où le pays se cherche sur le plan de la stabilité politique et démocratique. Et donc, c'est un peu normal que ça coûte cher. Au détriment des investissements. Mais l'engagement... Non, les investissements ont repris cette année. Oui, mais... ils ont repris de manière significative. On ne pourrait pas faire des efforts, monsieur... Le vice-président de l'Assemblée nationale, Kabound, a déclaré que les membres des institutions, en termes de réduction du train de vie, les membres des institutions devraient faire plus d'efforts afin que beaucoup de cet argent soit dégagé pour. Mettons-les à l'épreuve. C'est eux les législateurs. C'est eux qui votent le budget. Lui, il est un des leurs. Eh bien, on verra ce qu'ils vont décider.
tout le monde sait, moi j'ai toujours demandé qu'il y ait une réduction du train de vie de l'État. Et d'ailleurs, nous, en tant que gouvernement, nous avons fait notre part. On a diminué les salaires des membres du gouvernement. Dans le présent budget? Oui. Dans quel ordre? Je crois je sais pas, 1 ou 2 millions, quelque chose comme ça par en pourcentage des salaires individuels, moins 10, moins 20, moins 20%. Mais on a diminué de manière claire. On va également, et ça va se poursuivre, on est en train de prendre des mesures pour tout ce qui est des voyages, etc., de manière à assainir. Mais nous n'avons pas le choix. Nous perdrons notre crédibilité si nous ne faisons pas cet effort de réduction du train de vie des institutions. Maintenant, il faut que cette réduction profite au plus grand nombre. Elle est d'abord symbolique, mais il faut en même temps que ça profite au plus grand nombre. Comment? Sous quelle forme? Comment? Eh bien, en accroissant les dépenses qui vont au plus grand nombre. Et c'est ce que nous avons commencé de faire et nous poursuivons. Parce qu'on ne pourra pas réduire indéfiniment les revenus des membres du gouvernement. Il n'y en a pas énormément, et puis ils représentent le pays. Donc on ne peut pas aller trop bas non plus, parce que c'est l'image du pays. Mais comment faire pour que les gens se retrouvent lorsqu'on parle d'augmentation des recettes? Il y a plusieurs éléments. Par exemple, lorsque on décide, et vous avez suivi il y a une semaine la décision qui a été prise de mettre en place un système de couverture santé pour tous les fonctionnaires et leurs ayants droit, eh bien, ce sera un transfert qui se fera vers cette catégorie de gens. On parle de plus de 8 millions de personnes au total pris en charge, qui vont recevoir ceux qui ne recevaient pas. Ceux qui ne recevaient pas, le budget pour cette catégorie-là était de 30 millions de dollars par an. Il va passer à 100, 150 millions par an. Voilà des types de changements qui apportent ces changements, qui assurent ce transfert vers les plus pauvres. Transfert vers les plus pauvres qui ne pourrait pas se faire par l'augmentation des investissements, Ça, c'est sur les dépenses sociales. Oui. La gratuité en elle-même, c'est aussi ce transfert. C'est plus d'1 milliard de dollars transférés chaque année aux plus pauvres, aux gagne-petits. Oui, mais ce transfert social, il ne devrait pas plutôt être plus vers des investissements? On parle des secteurs productifs, agriculture, pêche, élevage, annoncés comme priorité des priorités, mais qui sont encore les parents pauvres Non, il y a d'abord les secteurs sociaux, c'est vrai, mais il y a d'abord les secteurs sociaux qui ne relèvent pas toujours de l'investissement au sens strict. Par exemple, la gratuité. Lorsqu'on améliore les salaires des enseignants, vous savez, il y a une minorité d'enseignants qui concerne un nombre très réduit d'écoles, qui malheureusement sont les plus audibles, qui portent atteinte à la crédibilité de cette mesure concernant la gratuité. Mais je vous dis que la majorité des enseignants, à travers tout le pays, connaît et reconnaît ce que cette mesure salutaire a apporté. Je vous dis, c'est plus d'1 milliard de dollars qui sont retournés aux familles à travers les enseignants, en économisant ce qu'elles payent en frais scolaires, et ces gens le sentent, ils le vivent, les plus pauvres, mais ceux qu'on n'entend pas, ceux d'en bas, qu'on n'entend pas. Et moi je lisais encore un témoignage ce matin, quelqu'un qui me disait, le dernier salaire avant la gratuité que j'ai retiré pour ma mère, qui était enseignante à la banque, était de 89 000 francs. Le premier salaire de l'ère de la gratuité était, pour sa mère, 229 000 francs. Et après, il est passé à 289 000 francs. Ça, c'est du concret. Évidemment, ceux de la Kinshasa qui roulent carrosse, pour eux, c'est insignifiant tout ça. Mais pour ceux qui sont en bas, c'est des progrès énormes, surtout dans l'arrière-pays. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est un progrès social majeur pour le pays. Et voilà la logique de la gouvernance sous Félix Tshisekedi, c'est de dire construisons un système où tout le monde se retrouve. La logique ancienne, c'était les politiciens prenaient l'argent là où ils pouvaient le prendre, ils construisaient des écoles et des hôpitaux pour se mettre en avant. Oui, mais mettre toutes ces ressources, maintenant qu'on en a un peu plus, dans le social qui ne génère, oui, beaucoup de mieux-être pour les populations, mais moins, par exemple, que des secteurs productifs comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, où on attend beaucoup d'investissements. Est-ce que c'est judicieux? Aujourd'hui, il y a de l'argent, on peut financer ce secteur social, mais demain, quand il y en aura moins, au moment où on continue d'importer des poissons, de l'alimentaire qu'on pourrait produire sur place, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux dès maintenant, alors qu'il y a encore un peu de sous, maintenant qu'il y a un peu de sous, d'augmenter les investissements dans les secteurs productifs? C'est ce que l'on fait. Mais là, on parlait de l'éducation. L'éducation a commencé par la mise en place de la gratuité.
Mais ce qui suit juste après, c'est de l'investissement, parce qu'il faut construire des classes, il faut acheter des bancs. C'est de l'investissement et il y a un programme pour cela. Et puis, ça, c'est pour l'éducation. Pour la santé, c'est pareil. Mais pour les autres secteurs, l'éducation, les infrastructures, où nous sommes en déficit, en grand déficit, le progrès qu'on a fait cette année, et c'est même inscrit dans le programme que nous avons avec le FMI, on nous a obligés, entre le 1er juillet et le 31 décembre, de dépenser pas moins de 500 milliards de francs en investissement parce qu'on n'avait rien dépensé. Et aujourd'hui, on a dépassé les 500 milliards en termes de provision, enfin de l'argent qu'on a mis de côté pour ces investissements. Voilà les progrès qu'on fait. Maintenant, la difficulté avec ces investissements, c'est que comme la chaîne de planification n'est pas efficace, le temps d'étudier, préparer les projets est un petit peu long. Et la mise en œuvre de ces investissements traîne. Mais on n'a pas le choix si on veut bien faire. On retourne rapidement, parce qu'on va arriver sur les gros problèmes. Budget 10 milliards, ok. Capacité de mobilisation fiscale, maximum 1 milliard mois. Et encore. Est-ce que vous êtes certain de pouvoir mobiliser cet argent d'ici la fin de l'année? Nous étions à 300 millions en moyenne en 2020. Nous sommes passés à 460 millions en moyenne sur les 10 premiers mois. On a 5,5 et donc 52 milliards. Voilà. Et vous dites et je crois mobiliser 8 milliards. Exact. Donc on sera tout à fait dans avec cet qui ordre. Avec ce personnel, avec ces régies financières qui se plaignent notamment de ne pas avoir leur rétrocession aujourd'hui? Non, la rétrocession, il peut y avoir techniquement un retard d'un mois, mais vous savez, c'est un processus. C'est un processus qui est quasi automatique. C'est-à-dire qu'il y a des commissions qui travaillent pour évaluer les recettes effectives sur lesquelles on applique la rétrocession. Et c'est un travail qui prend du temps. Et dès que c'est calculé, les États sont envoyés au budget, puis ils arrivent chez moi et puis ils sont payés. Et donc d'ailleurs, on est en train de rattraper. Hier, j'ai signé une situation, je crois que c'est pour le mois de septembre. Parce qu'ils se plaignent d'être payés. Et donc, on a toujours eu un décalage d'un mois ou deux maximum. Ça, c'est normal. C'est le temps de travailler les données. Et ça peut se prolonger d'une semaine ou deux. Mais moi, j'avais pris l'engagement devant les régies d'éviter d'accumuler des retards. Et tout est fait. C'est leur travail. C'est à elles d'engager ce travail avec les gens du Trésor pour que chaque mois, ça soit payé à temps. Je reviens encore sur un propos parce que vous avez depuis sorti d'autres chiffres. Maximum 200 000 comptes aujourd'hui, 1 million d'ici la fin de l'année. Mais vous parlez de 8 millions de fonctionnaires. Eux, ils ne sont pas prévus? Non, c'est 1 million. On est entre 1 million et 1,5 million si on prend civils et militaires d'agents publics. Ils ne sont pas prévus dans l'impôt à payer? Ils sont prévus. Mais les fonctionnaires civils payent l'impôt. Ils payent l'IPR tous les jours. Et simplement, ils payent tous un IPR uniformisé. Ils payent 15%. Ce qui n'est pas juste, ce n'est pas égalitaire. Donc, ce n'est pas équitable, je veux dire. Et donc, l'option que nous avons prise dans le cadre des discussions budgétaires, dans le cadre des discussions salariales, c'est de dire, pour améliorer les revenus de certaines catégories, dont les enseignants, nous allons faire baisser le taux de 15 à 3% pour les catégories les plus faibles, pour dégager quelque chose et payer les fameux 9 milliards que vous avez évoqués. Mais pour les autres, les militaires, les policiers, ne sont pas soumis à l'IPR. Mais nous allons trouver dans d'autres catégories des économies d'IPR à faire pour améliorer également leurs conditions. 9 milliards qui sont issus du protocole d'accord de Bibois et de Mbouela pour les enseignants. Parlons des dossiers qui fâchent. Dossier carte Visa attaché au compte du Trésor, c'est fini? C'est de l'histoire ancienne. On a mis fin à ces pratiques. Et nous allons reprendre le système de cartes parce que nous voyons la grande difficulté que nous avons avec les membres du gouvernement ou qui viennent toujours à la dernière minute pour des missions parce que les missions ne sont pas toujours prévisibles longtemps à l'avance. Et nous allons le refaire dans des conditions de transparence qui soient inattaquables. Donc il était logique que certains aient des cartes Non, le principe d'avoir une carte, c'est normal. Ce qui était absolument inacceptable, c'était que c'était devenu de l'argent de poche de certains responsables en toute impunité et qui était renouvelé chaque mois et puis sans compte à rendre. Des responsables que vous connaissez? Mais c'est connu, le dossier est connu. Vous avez dit que c'est réglé à votre niveau, ça veut dire que ça ne sort plus et ceux qui ont payé ne rembourseront pas? Non, écoutez, moi, mon devoir aujourd'hui, vous savez, nous gérons une situation extrêmement difficile. Nous sommes comme dans la situation où, pour les chrétiens, je ne sais pas si vous êtes chrétien, on disait « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Comment on fait dans ces conditions-là pour sortir le plus grand nombre de cette situation et progresser et trouver le chemin?
Si on veut faire une justice pure et simple, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, mais c'est impossible. Donc on cherche les éléments où on doit frapper qui auront le plus d'impact sur ce changement. Nous sommes dans une sorte, c'est un terme que j'ai repris il y a 2 jours d'un député pendant qu'on était à l'ECOFIN. Nous sommes dans une sorte de république de repentis. Donc le repenti doit aller jusqu'à son terme et les gens doivent changer. Tout le monde doit changer, personne n'est épargné. Vous avez suivi ce dernier scandale de Congo Hold Up. On y arrive. Oui, et c'est ça, la complexité du dossier congolais. Tout le monde doit changer. Et tout le monde essaie de changer. Il y a des précurseurs, il y en a qui sont en avant, mais tout le monde doit changer. Tout le monde doit changer. Le travail que l'IGF fait, c'est ça le changement. Oui, L'IGF a toujours existé. Oui, mais pourquoi ils ne le faisaient pas hier? C'était les mêmes inspecteurs des finances. Oui, mais ceux qui ont touché hier ne rembourseront jamais. Non, ce qui est important d'abord, c'est de tracer une sorte de ligne et de dire plus jamais ça. Tous les grands pays qui sont sortis de situations dramatiques ont procédé de cette façon-là. Mais c'est de s'assurer que cette ligne est bien tracée et que les nouvelles règles s'appliquent à tout le monde. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce que nous essayons de faire. Et de temps en temps, pour l'exemple, il y en a qui tombent. Ceux qui n'ont pas compris. Pour l'exemple. Ceux qui n'ont pas compris. Parce qu'ils ont perduré. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que la donne avait changé. Parce qu'ils ont perduré, qu'ils ont continué. Eh bien, ceux-là doivent tomber. Mais, et ça, c'est clair. Sinon, on retombe dans l'impunité et à ce moment-là, on n'a rien fait. Et ceux qui ont... Et tout le reste... Ça, c'est pas ma responsabilité, c'est celle de la justice. Mais je vous donne ma vision, je vous partage ma vision. La situation est tellement complexe. Et même aujourd'hui où nous gérons, moi, j'ai la chance de gérer les finances de la République. Donc, c'est comme un scanner où je vois toutes les réalités, je vois tout ce qui se passe. Et je peux vous dire, ce n'est pas facile. Changer les habitudes n'est pas une chose facile. Congo Hold Up, cette fameuse, on va dire, révélation 3,5 millions de documents. Est-ce que ce que l'on apprend tous les jours est possible aujourd'hui? Est toujours possible? Ces pratiques existent toujours? En tout cas, si ce qui s'est passé hier se reprenait aujourd'hui, eh bien, il faudra s'inquiéter pour le Congo. Parce que nous sommes venus justement pour faire en sorte que ça ne se refasse plus. On parle beaucoup des sujets sous l'ère de Kabila, mais Congo Hold Up va aussi arriver à l'ère de Tshisekedi. Oui. Preuve que cela continue. Non, écoutez, il y aura toujours des infractions à caractère économique et financier. Mais ce qui était dramatique, c'était le système érigé de prédation qui était inacceptable. Comment pouvez-vous comprendre que la Banque centrale, qui prend ses réserves et par un jeu de passe-passe, dans une opération en bande organisée, fait passer l'argent par une banque commerciale pour après le faire venir dans le compte d'une entreprise privée. C'est du jamais vu. Moi, je suis banquier au départ, à l'origine. C'est du jamais vu, c'est inacceptable. Là, vous parlez de la BGFI. Mais oui. Qui a dit, apparemment depuis très longtemps, qu'elle va rembourser cet argent. Oui, le dossier est connu depuis longtemps, il n'est pas nouveau. Ça, il faut le savoir, il faut le dire. Donc, Congo Hold Up, rien de nouveau. Mais non, ce dossier, le cas BGFI, oui. Sur ce dossier, qui est aujourd'hui le dossier emblématique. Pour cet épisode-ci, parce que maintenant, ils ont prévu d'aller en épisode, apparemment. Pour cet épisode-ci, c'est le dossier emblématique. Il n'est pas nouveau pour nous. Nous le savions. Moi, j'ai déjà rencontré la BGFI, qui ont donné leur engagement à rembourser cet argent. La BGFI, après tout, quand on sanctionne, c'est pour changer. Eh bien, la BGFI, ça fait longtemps, ça fait plus de 2 ans, presque 3 ans, qu'ils se sont engagés à changer. Ils ont changé leur direction ici à Kinshasa. Ils ont nommé une Congolaise brillante et méritante, Madame Marlène Goy, qui a nettoyé la situation de la BGFI pour la rendre propre et présentable. Il s'agit d'un grand groupe, un groupe africain, un groupe d'Afrique centrale. Et notre intérêt à nous n'est pas de tuer les banques. Parce que quand on tue une banque, on tue des épargnants. C'est pas responsable. Ce n'est pas protéger l'intérêt général que de précipiter la chute d'une banque, comme ça a été fait par nos prédécesseurs concernant la BIAC. Donc il n'y aura pas de nouvelle, la BGFI ne sera pas la nouvelle BIAC? Non, elle est loin de là. Elle a une situation, elle appartient à un grand groupe. La BGFI, le groupe BGFI, son total du bilan équivaut à peu près au total du bilan de toutes les banques qui interviennent en RDC. Donc ce n'est pas un petit groupe, ce n'est pas pour 40 millions ou 100 millions que le groupe BGFI va être en difficulté. Mais ce qui était répréhensible, c'est que le groupe BGFI se soit laissé entraîner dans des pratiques liées à un contexte politique donné. Mais dès lors que le groupe a tout fait pour sortir de ces pratiques, nous ne pouvons qu'accompagner positivement cette mutation sans préjuger de ce que la justice voudra décider de faire des individus. Les individus qui sont répréhensibles, si la justice veut les poursuivre, qu'elle le fasse. Mais le système que nous voulons protéger, nous, au bénéfice du plus grand nombre, c'est que les banques
qui agissent positivement soient protégées parce qu'elles ont derrière elles l'épargne des citoyens, l'épargne des entreprises. Il y a quand même des leçons à retenir de cette affaire, non? Oui, absolument. Mais la plus grande leçon, c'est quoi, Christian Msakweino? C'est que lorsqu'on nous dit, et lorsque le président Tshisekedi nous répète tous les jours que c'est notre pays, que nous avons intérêt à être sérieux entre nous, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles profondes. C'est parce que quand nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui arrive? Regardez comment vous êtes livré en spectacle par un média étranger, par un groupe de gens, comme ça, de la société civile, des médias, qui viennent, qui questionnent des ministres, etc., qui donnent des ultimatums aux ministres pour répondre à des questionnaires sur des situations qui concernent notre pays. Pour éviter ce type d'humiliation, il faut que nous soyons sérieux entre nous. Parce que c'est aussi une force. C'est un soft power, ces médias. C'est un média puissant. Et lorsqu'il fait des campagnes pareilles, c'est l'image du pays qui est dans la rue. Donc nous avons intérêt à éviter de retomber dans ces choses. Et c'est pour ça que je disais au départ, cette leçon, c'est une leçon pour ceux qui nous ont précédés, mais pour nous également. Parce que moi, je ne peux pas accepter que que nos efforts de lutte contre la corruption qui sont réels et qui sont puissants, et qui se font dans un cadre bilatéral ou multilatéral, qui soient aujourd'hui conduits par une opinion conduite par un média étranger. C'est quelque part un peu gênant. Il n'y aura pas de nouveau volet demain? Non, il pourrait y en avoir, parce qu'on est dans un monde libre et démocratique. Non, il n'y aura pas de nouveau volet au regard, par exemple, de la gestion de Nico Kazadi? Non, j'espère que non. Touchons du bois. Mais tout est fait pour qu'il n'y en ait pas. Tout est fait pour qu'il n'y en ait pas. Mais comme je dis, si on prend conscience tous ensemble et qu'on tire dans la même direction, eh bien, on garantit plus les chances de ne plus retomber dedans. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, ça tire dans les directions différentes. Des scandales, on en parle encore. Même sous Nico Kazadi, dossier Dig Oil. Alors, le Congo est condamné à payer 300 millions, 617 millions. Enfin, on ne sait plus trop. Tout simplement pour une action dans laquelle il a donné des autorisations à une société d'exploiter du pétrole, n'a pas rempli ses engagements, se retrouve en justice, ne se bat même pas dans cette justice où elle est quasiment absente, et aujourd'hui se trouve dans une pareille situation. Non, mais l'État a attention, laissé faire, on dit. Quand vous dites sous Nico Kazadi, c'est très grave. Non, mais sous Nico Kazadi, la sanction vient de tomber en septembre. Non, mais écoutez, ça, je vais vous dire une chose. Ce dossier d'Igol, c'est exactement comme le dossier BGFI. Nous sommes là pour nettoyer. Mais nous nettoyons selon une politique. Et il y en a qui refusent de la comprendre de bonne ou de mauvaise foi et qui se mettent à raconter du n'importe quoi. Dig Oil, c'est exactement la même chose. Un pays, un gouvernement qui donne un droit, qui signe un contrat et qui refuse de le ratifier par une ordonnance, sans raison valable. Et puis ils se font des promesses et puis rien n'est fait. Et 10 ans plus tard... Cour d'arbitrage de novembre 2018 voilà, en France, on condamne la RDC. C'est confirmé en 2021, mais avant la confirmation, on attendait les conclusions et peut-être les négociations. Des négociations avec Dig Oil. Novembre 2018, première condamnation. Cour d'arbitrage international de Paris. Première condamnation. La République va en appel. C'est contradictoire. Hein. Et en avril, si je ne me trompe pas, en avril 2019, deuxième en appel, la République perd de nouveau. Oui, mais là, on est en 2019. Parlons de 2021, quand vous êtes aux affaires. Non, attention. Oui. La République perd de nouveau. Donc, sur le plan du droit, au fond, de manière contradictoire, le pays a perdu au premier degré et au second degré. Mais en mai 2020, la Cour de cassation en France avait rejeté un deuxième recours du Congo contre la sentence parce que le gouvernement n'a pas soumis son dossier dans les délais. Oui, mais on est en mai 2021. Demandez au ministre de la Justice pourquoi ça. Mais je vais vous dire, tout cela, c'est quoi? Aujourd'hui, dès lors que vous perdez au second degré, les chances de gagner après en cassation ou quoi que ce soit sont proches de zéro, qu'on se le dise. Mais on a des avocats, notamment des avocats étrangers, qui ne sont pas contents de ne pas être dans le jeu et qui passent leur temps à faire croire aux profanes le contraire. Et il y a des profanes, beaucoup, y compris dans la classe politique, et ils instrumentalisent les gens pour faire croire le contraire, et parce qu'ils n'ont pas eu des millions à dépenser, à gagner du moins. Oui, mais d'accord, mais... Et donc, le processus en cassation, etc. Et d'ailleurs, l'un des avocats qui fait le plus de bruit, je ne veux pas citer son nom pour ne pas lui donner de l'importance, c'est quelqu'un à qui le garde des Sceaux de l'époque a remis un mandat pour aller défendre la République, et il n'est pas allé défendre. Il a promis, il a dit, écoutez, je sais que payer c'est difficile, chez nous ça va prendre du temps, mais je connais le pays, je vais aller défendre. C'était aux États-Unis. Et il n'est pas allé.
Il n'est pas allé et on a perdu par défaut. On dit qu'il n'avait pas compétence sur la juridiction. Non, ça c'est maintenant. Oui. Ça c'est maintenant. Moi, maintenant, je ne sais pas comment c'est passé, je suis loin de là. Mais à l'époque, j'avais suivi, il n'est pas allé et donc on a perdu par défaut. Mais il s'agissait de quoi? Quel était l'enjeu à l'époque? C'était l'exéquatur qu'on voulait bloquer. L'exéquatur, c'est le droit d'exécuter dans une juridiction donnée. Mais ça, c'est déjà vers la fin. C'est qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir. Et qu'est-ce qu'on aurait pu obtenir tout au plus? Demandez à n'importe quel juriste. Il vous dirait que dans la meilleure hypothèse, on aurait pu obtenir que l'on préserve les avoirs des ambassades, des choses comme ça. Oui, mais en mai 2020, le président Tshisekedi a décidé de négocier formellement avec Digoï. Mais oui, c'est la voie de la sagesse. Négociation, il y a eu. Mais ce plan d'Igoïl, hein, nous avons été très perturbés par le fait qu'aucun accord de règlement n'ait été signé alors qu'on était tombé d'accord. Justement, moi je vous dis, j'ai participé à ces négociations, j'étais simple membre, mais on a voulu me présenter comme le type qui était au cœur de tout. Et je vous dis que les négociations entreprises avec Digoïl étaient le meilleur choix. Ça reste aujourd'hui le meilleur choix possible. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'accord? Non, parce que les négociateurs font une proposition et puis ils la font valider plus haut. Il y a eu d'abord ce retard lié au fait que le gouvernement était partant, etc. Et puis le dossier a été tellement pollué par tous ces vendeurs de vent et d'illusions, y compris médiatiquement, dans les pays à l'étranger. Et moi, je suis sorti totalement de ce dossier-là. Et je ne sais pas comment ça va se terminer. J'observe. Mais je vous dis que la meilleure solution, c'était de négocier pour sortir de là par le haut, éviter qu'on dessaisit sur nos biens, réduire sensiblement le montant à payer. On l'a réduit de 620. Ce n'est pas nous qui avons condamné, c'est la Cour arbitrale de Paris. De 620 à 300 millions. Si c'était des juges locaux, j'aurais pu comprendre qu'on doute. Mais c'était une Cour arbitrale de Paris. Et nous, on l'a réduit de 620 à 300 millions. À 280 millions. Qu'on doit aujourd'hui. Non, c'est-à-dire c'est un accord potentiel. Mais argent qu'on doit aujourd'hui, qui est imposable à la République. Oui, et même ce montant ne serait jamais payé frontalement. Sauf peut-être un petit montant de bonne foi, c'est comme ça qu'on avait négocié à l'époque, un montant de bonne foi de 8 millions de dollars, mais tout le reste, ce serait payé à travers la cession de ces blocs. Et il y a tout un processus pour céder ces blocs qui ont pris énormément de valeur. La valeur que ces blocs ont pris, ce n'est pas l'effort de la République. C'est l'effort de toutes les interventions entre-temps, etc. Et aujourd'hui, ces blocs ont pris de la valeur. Donc, et la République, et tout le monde serait gagnant. Parce qu'en cédant ces blocs, la République gagnerait des montants colossaux. Et elle paierait ce qu'elle devrait payer à Digoïl ou à d'autres sans rien sentir. Mais bon, maintenant, il y a tellement de savants sur la question. Alors moi, je laisse les savants gérer la question. Moi, je me suis retiré, j'ai rien à voir. J'ai tellement de chats à fouetter. On verra comment ça va se terminer, c'est tout. Vous êtes ministre des Finances. Parlons un peu de gros sous. Les retombées des voyages du président de la République, en termes de chiffres, c'est combien aujourd'hui? Écoutez, ça ne se fait pas comme ça. On ne fait pas de comptabilité des voyages. Il y a eu des promesses financières, oui, notamment aux Émirats. On a beaucoup d'argent promis. Si on doit comparer ce que la République a dépensé par rapport à ce qu'elle a obtenu, le bilan, il est positif ou négatif? Écoutez, très simple. Vous le savez vous-même, vous le voyez. Aujourd'hui, sur le plan politique d'abord, le Congo est de retour, et c'est important parce que la politique commande tout, et ça, personne ne peut le contester, et ça coûte cher. C'est un investissement qui coûte cher pour être présent politiquement. Deuxièmement, sur le plan économique, et ça découle de la présence politique, de la vision politique portée par le chef de l'État, sur le plan économique, vous voyez comment aujourd'hui toutes les bonnes intentions de collaboration se manifestent partout. Et moi, je vous dis que de mon expérience de Congolais, parce que j'ai travaillé ici et à l'étranger, mais je connais les questions de développement et les questions de relations internationales, je vous dis que je n'ai jamais vu un tel intérêt pour accompagner le pays utilement pour le sortir de son bourbier actuel. Mais en termes de monnaie sonnante et trébuchante, nous parlons au ministre des Finances. Oui, qu'est-ce qu'on a gagné à la date d'aujourd'hui? C'est tellement évident. Écoutez, on a renoué avec la Banque mondiale et le FMI. Vous avez vu la gratuité. La gratuité, au moment où le chef de l'État a engagé le pays dans la gratuité, nous n'avions pas les moyens de faire face. Mais on a pu faire face, y compris en 2020, qui était une année catastrophique, grâce à la solidarité internationale. Elle est liée à quoi, vous croyez? À la personne du président, à son engagement personnel, sur des questions aussi importantes. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Rien que ça clôt le débat. Mais quand vous voyez dans les détails des chiffres, regardez tout ce qu'on a gagné en 2019, 2020, et maintenant, et 2021, en termes d'apports internationaux, faites la comparaison dans l'histoire. On n'a jamais eu autant d'argent en une aussi courte période. Et tout cela grâce au voyage du président.
C'est clair. C'est clair. Il faut être présent, il faut parler. Il faut parler aux grands, il faut parler entre les grands. Et il a réussi à convaincre, à tourner la perception que les gens avaient du Congo. Vous savez que ce Congo son image était totalement détruite. C'est pour ça que j'ai un sentiment un peu mitigé quand je vois toutes ces campagnes Congo Hold Up et tout ça. Parce que ça participe à perpétuer cette image négative alors qu'on est en train de prendre une voie totalement différente. Je préfère travailler en bilatéral avec les coopérations des pays qui veulent nous aider, et ils sont nombreux. Nous travaillons intensément sur les questions de corruption, de blanchiment, etc. Je crois que c'est plus efficace que de passer tout le temps à réouvrir les poubelles, etc. Je ne vois pas l'intérêt, à part celui de nous interpeller sur le fait que si on refait la même chose, eh bien on est tous perdants et ça sera dramatique. Monsieur le ministre, merci. On va terminer avec un fait divers. Bon, je pense qu'il faut classer cette affaire dans les faits divers. 969 000 $ qui sortent 2 fois. Même motif de votre ministère, c'est quoi? C'est du détournement? C'est de l'oubli? C'est de la négligence? Il y a quoi? Faute ou pas? 940 000, 42 000 $. Voilà, et c'est un drame, c'est une situation dramatique, mais il y en a beaucoup qui arrivent de ce type. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours, à la demande de bénéficiaires et de tiers intervenants, pression sur le ministère des Finances pour payer. Et donc on fait pression sur nous, sur une demande de paiement qui est venue à l'origine du ministère de la Culture. Et donc moi je demande qu'on renvoie cette demande de paiement au ministère du Budget qui est qualifié pour vérifier la réalité, surtout que c'était une activité déjà passée, etc. Et donc, un des agents qui est au ministère des Finances, mais qui relève du ministère du Budget parce que ça s'appelle le sous-gestionnaire des crédits, prépare une correspondance à ma signature pour transférer cette demande au ministère du Budget à des fins de contrôle. Le ministère du Budget fait son contrôle et me renvoie un DTO, c'est-à-dire un document liquidé, prêt à payer. Dès lors que c'est fait, sur la pile de documents que je reçois, je me dis, bon, le contrôle approprié a été fait. Et je signe. Une fois? Je signe après... La première fois? Non, je parle de la deuxième fois. Sans savoir que ça avait déjà été payé. Mais comment est-ce que votre ministère ne peut pas déjà se dire... Non, qu'est-ce qui aurait dû se passer normalement? Le ministère du Budget aurait dû nous renvoyer ce paiement avec la mention pour régularisation. Parce que ça arrive. Et donc, quand on met régularisation, ça veut dire que c'est une opération déjà payée, mais on signe juste pour régulariser lorsque ça a été payé par des voies différentes. Mais là, c'est venu comme un paiement qui devait être payé. Ça veut dire que le ministre du Budget lui-même a été abusé par ses services. Moi-même, j'ai été abusé par mes services. Du moins, je parle du sous-gestionnaire de crédit, que j'ai renvoyé d'ailleurs avec... La demande qu'une action disciplinaire soit ouverte contre lui avec des sanctions exemplaires, je l'ai renvoyé dans son corps d'origine, c'est-à-dire au ministère du Budget, parce que nous avons été abusés et nous avons signé. Et non, nous signons et le monsieur, le bénéficiaire final, va à la Banque centrale, il se fait payer. Je suis alerté par l'inspecteur général des Finances. Non, l'inspecteur général des Finances qui me dit... Ah, mes gens me signalent que vous avez autorisé un double paiement. Non, mais sans même savoir de quel double paiement il s'agissait. Mais le bénéficiaire avait déjà eu son premier paiement, il s'apprêtait à recevoir le deuxième. Il a touché 2 fois. Oui, mais lui-même, le ministère c'est le ministère de la Culture. Justement, avec le comptable du ministère de la Culture. Et donc, qui est aussi censé savoir, un peu mieux que nous quand même. Donc, complice de Je ne peux pas préjuger des complicités. Comment quelqu'un peut accepter de percevoir 2 fois la même chose? Alors, l'inspecteur général des Finances me prévient, il me dit, on va devoir arrêter des gens. Je lui dis, écoutez, arrêtez tout ce que vous voulez, je ne tolère pas ça. Et puis il me dit, oui, mais c'est un peu tard, il sera certainement payé le lendemain. Et donc, moi, je me dis, OK, c'est bon. Il me dit, on a le temps. Demain, on va bloquer ça. Et le lendemain matin, il m'appelle pour me dire, ce type a quand même été payé la veille. Je dis, comment il a pu? Il dit, il s'est présenté là, le bénéficiaire a fait croire qu'il était en contact avec le ministère des Finances et qu'il avait l'autorisation, etc. Et il s'est fait payer. Comme si ça venait de moi. Un truc que j'ignorais, pour lequel j'avais moi-même dit la veille, arrêtez tout ce qu'il faut arrêter. Et donc, l'inspecteur le fait venir, il répond, il promet de venir payer, et 1 heure plus tard, il n'est toujours pas là, on essaie de le rappeler, il est aux abonnés absents. Il disparaît dans la nature. Conclusion, donc il a achevé son coup. Aujourd'hui, cet argent est mais dans la nature, toujours. Dans la nature. Alors, ce qui est dramatique, c'est que nous, dans ce type de situation, on attend que la justice, parce que le dossier a été donné à la justice, que la justice fasse une enquête rigoureuse.
Je n'ai pas encore vu cette enquête rigoureuse. La preuve, c'est que moi, on n'est jamais venu m'interroger. Par exemple, j'aurais souhaité qu'on nous interroge tous, savoir qui a fait quoi. Non, on n'a jamais interrogé personne. On a arrêté 2-3 personnes, on a choisi qui on libère pas. Mais on n'a jamais interrogé les gens. Donc, surtout ceux qui sont en charge du contrôle budgétaire, qui sont les plus grands responsables de nous protéger tous contre les doubles paiements. Personne n'a été interrogé. De ce genre de dossier, il y a, selon vous, à part celui-là, aujourd'hui qu'on connaît, parce que cela a explosé dans les médias, il peut y en avoir beaucoup? Oui, certainement. Je vais vous dire que la semaine dernière, j'en ai parlé à l'Assemblée. La même chose. On nous fait pression pour le paiement d'un DTO qui concerne la construction d'une caserne à Mbandaka pour l'armée. J'ai des doutes sur la réalité de ce projet. On nous prétend avec PV de réception de travaux. On dit 11 villas construites, réceptionnées à 70%, etc., etc. Devant le doute, je demande qu'une mission aille vérifier. La mission va vérifier et elle revient et elle trouve que rien n'a été fait. Zéro. On a juste démoli des choses qu'il y avait. Le coût du démolissement, c'était 25 000 $ selon leur propre budget. Et on n'a jamais construit la moindre brique. Pas posé la moindre brique, mais ils prétendaient que c'était réceptionné à 70%, 11 villas, et ils demandaient 6 millions de $. Vous vous rendez compte? Et heureusement que je n'ai pas payé. Et ils ont pu abuser le ministre de la Défense, qui est l'un des ministres de la Défense les plus rigoureux et les plus honnêtes que moi j'ai connus dans ce pays. Et ils ont pu l'abuser lui également. Donc c'est pour vous dire que nous vivons en permanence dans cela, dans les anciennes habitudes qui ont la peau dure, et il faut avoir du caractère, être vigilant pour nous protéger contre toutes ces choses.